aux nouveaux arrivants. Comme Bienvenue l'a dit, la session va durer pratiquement 2 heures, peut-être 1h30, ça va dépendre. Mais j'espère quand même aussi tenir dans les temps parce qu'il y a assez d'informations. Et de l'autre côté, j'ai prévu quelques démos à la fin. Euh, donc, c'est ça. Donc, principalement aujourd'hui, on va parler de Gemini. Euh, en même temps, tout mon slide est en anglais. OK. Donc, vous allez m'excuser. Donc, principalement, ce que je vais faire, c'est déjà faire. Enfin, vous avez ma parole, je vais essayer de traduire un peu les choses, vous expliquer bien les choses, même si le contenu visuel, c'est en anglais. OK. Du coup, donc la session d'aujourd'hui, ça tourne sur Gemini. Donc, on va voir comment est-ce qu'il faut créer une application ou bien intégrer Gemini dans une application Flutter principalement. OK, donc on va parler globalement de quelques éléments clés. Mais bien avant de commencer, bon, je vais m'introduire plus rapidement. Donc, moi, c'est Martino Yovo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Google Developer Expert et je suis le président de la communauté TDEV que j'ai présenté tantôt. Également, voilà, je suis développeur mobile. Enfin, je me spécialise en mobile principalement. Voilà. Donc, si vous voulez me suivre sur les réseaux, voilà mon tag. Je suis également sur LinkedIn, Twitter, enfin GitHub aussi. Et donc, voilà. Du coup, c'est quoi le plan d'aujourd'hui? Déjà, on va voir ce qu'est Gemini. Globalement, c'est quoi Gemini? C'est vrai qu'on en parle maintenant, ça fait beaucoup, ça fait un peu de temps qu'on en parle tout le temps, Gemini AI, Artificial Intelligence, all of this. Donc, on va voir réellement c'est quoi Gemini. Est-ce que c'est le Gemini là qu'on tape sur Google et puis voilà, on a un petit chatbot, on discute et tout, ou bien est-ce qu'il y en a au-delà de ça? Ensuite, on va parler de pourquoi est-ce qu'il faut intégrer Gemini dans une application Flutter. Quelle est l'utilité en fait de cette fonctionnalité? Ensuite, on va voir réellement comment est-ce qu'il faut faire l'intégration de Gemini dans Flutter. On va voir les bonnes pratiques, surtout lors de cette intégration. Ensuite, je vais vous faire une démo et partager quelques ressources avec vous. Maintenant, au niveau de la démo, voilà, j'aurai ma propre démo que je vais faire globalement se basant sur le repo de Flutter qui est déjà existant sur GitHub. Je vais partager le lien avec vous. Et également, enfin, c'est juste aujourd'hui, hein, ce matin, il y a un membre très actif de la communauté Flutter Togo qui a fait sortir un projet assez intéressant. Donc, je vais également essayer enfin, j'ai eu sa permission. Donc, on va essayer quand même de parcourir aussi son projet, voir s'il y a des bonnes pratiques aussi que vous pouvez apprendre de là. OK. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vous exhorte réellement à rester jusqu'à la fin. Généralement, quand on commence le Meet, ça devient intéressant. Et puis, à un moment donné, les gens, euh, ils ne sont plus trop connectés, mais je vous invite réellement à rester jusqu'à la fin. Je sais aussi qu'il y a des problèmes d'électricité. Donc, on va prier Dieu fort pour que ce thé ne nous fasse pas des coups bas, parce que la session promet d'être très intéressante. OK, du coup, c'est quoi Gemini? Donc, avant de parler de Gemini, il faut aborder un point très important qui, qui est globalement ce qu'on appelle les LLM. Donc, c'est quoi un LLM? Enfin, déjà, ici, j'ai la définition anglaise et ça veut dire un large model language. Donc, plus précisément en français, un modèle de langage large, enfin, globalement. Et donc, considérer un LLM comme un programme un programme massif, en fait, qui a été entraîné sur euh, une large base de données, globalement. Et cette base de données, ou bien cette donnée-là, c'est globalement des tests. Donc, si on parle d'un langage de modèle large, hein, ça veut dire principalement un programme qui a été entraîné sur une base de données massif
qui est constitué principalement du test. Et ces tests-là peuvent provenir en fait de n'importe où. Ça peut provenir des livres, ça peut provenir des articles, ça peut provenir voilà, des réseaux sociaux, vraiment tout. Tant que ce sont des tests, voilà, on peut les utiliser pour pouvoir entraîner le modèle. Maintenant, les LLM sont connus pour être plus ou moins très réactifs. Ça veut dire qu'ils comprennent vraiment les instructions qu'ils reçoivent et ils aident également à pouvoir générer en fait des tests ou bien des formats de tests. Donc, ce n'est pas juste un test simple, mais ils peuvent en fait préciser ou bien avoir des spécifications assez pointues qui permettent de pouvoir même voilà, écrire même du code. Voilà, donc tout ça, c'est basé en fait sur ces données massives-là qui ont été utilisées pour entraîner en fait ces LLM. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce que vous devez savoir aussi, c'est que les LLM sont des modèles d'intelligence artificielle. OK? Donc, voilà, quand on parle de AI ou bien quand on parle d'intelligence artificielle, ça ne concerne pas juste enfin, enfin, tout ce qu'on voit, mais en fait, il faut savoir que les LLM font partie de, de l'IA, en fait, ou bien d'un modèle d'IA. Et donc, c'est aussi important à savoir. Et il y a d'autres modèles d'IA aussi, mais je ne vais pas rentrer dans enfin, dans ces détails. Maintenant, après la définition euh, de, des LLM, c'est quoi maintenant Gemini? Je vais essayer de remonter un peu. C'est quoi maintenant Gemini? Gemini, c'est un langage, un modèle qui est créé par Google. Donc, en gros, un LLM créé par Google. Donc, également basé sur enfin, ces données-là dont on a parlé, mais qui viennent essentiellement en fait, des ressources de Google pour être un peu plus franc. Donc, ça peut être n'importe quel type de ressources, mais voilà, c'est Google qui a développé ça. Maintenant, généralement, les modèles sont différents les uns des autres parce que ce n'est pas premièrement les mêmes données qui ont été utilisées pour les entraîner. Et de l'autre côté aussi, ça dépend voilà, du code aussi qui a été écrit pour les entraîner. Vous voyez? Donc, pour Google, c'est Gemini. Donc, c'est la chose la plus importante à retenir ici. Donc, Gemini vient de Google. Et de l'autre côté, voilà, ça a été développé sur une grosse quantité de données qui sont principalement les tests. Voilà, donc j'espère qu'à ce niveau, c'est compréhensible pour vous. Maintenant, autre nuance que j'aimerais apporter en même temps, c'est qu'il y a la plateforme Gemini que vous pouvez accéder, gemini.google.com, et maintenant, il y a le modèle en soi qui est Gemini. Donc, considérez la plateforme comme enfin, une des applications de Gemini. Donc, ça veut dire que Gemini en soi, c'est un modèle. Et il y a également la plateforme qui permet juste en fait de montrer à quel point ce modèle-là qui s'appelle Gemini est plus ou moins puissante. Ouais? Donc, il y a cette nuance qui est très importante à faire. Donc, quand j'avais commencé par parler de la section, il y avait des personnes qui pensaient en fait que j'allais parler juste de gemini.google.com, qui est plus ou moins en fait la plateforme d'IA générative voilà, de Google. Donc, ce n'est pas vraiment le cas. Du coup, maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut intégrer Gemini dans Flutter? Donc, enfin, il faut utiliser ou bien intégrer Gemini dans Flutter pour plusieurs raisons. Hein. Donc, quand vous décidez d'intégrer Gemini, c'est que vous êtes en train de prévoir avoir des fonctionnalités assez poussées dans votre application, comme des chatbots assez intelligents. C'est vrai qu'il y a déjà les chatbots. Hein. Avant, on avait la possibilité de créer des chatbots avec Dialogflow et puis d'autres éléments. Mais avec l'IA générative, avec Gemini principalement, c'est beaucoup plus interactif et fait, les réponses sont beaucoup plus pointues en fait que si c'était entraîné juste avec fait, les données là qu'on fournissait à ces plateformes. Je donne un exemple. Avec Dialogflow, par exemple, c'est nous qui, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà réussi à faire Dialogflow,
Mais Dialogflow, c'est une plateforme, globalement, qui permet de pouvoir créer aussi des chatbots. Et avec Dialogflow, comment dire, les inputs sont un peu limités. Ça veut dire que l'IA peut ne pas réagir si, par exemple, tu lui as donné peut-être un test spécifique et qu'une personne est venue juste changer un peu, en fait, le format du test. Voilà, ça ne peut pas réagir. Donc, si, par exemple, tu veux avoir assez de réactions, il faut que toi-même, tu anticipes, en fait, beaucoup d'inputs que tu vas lui donner ou bien beaucoup d'intents que tu lui donnes, en fait, pour pouvoir plus ou moins entraîner ton modèle de dialogue flow. Donc, ça, ce sont des limitations au chatbot classique, en fait, qu'on utilisait avant. Alors avec Gemini, l'IA générative, comme on le disait, ce sont premièrement des LLM qui ont été entraînés sur une grosse quantité de données de tests. Donc, ça permet à ce que la réponse que ça ramène soit beaucoup plus pointue et voilà, spécifique, en fait. Donc, c'est aussi l'un des avantages parce que voilà, vous pouvez maintenant développer des chatbots assez intelligents, ok, qui conversent naturellement enfin, on ne va pas dire des humains, mais qui conversent naturellement avec les utilisateurs. Voilà. Et puis, vous avez maintenant la possibilité aussi de créer voilà, du contenu créatif, comme par exemple les poèmes, enfin les tests, je sais pas, vraiment ce que vous voulez en fait. Et puis maintenant, vous avez aussi la possibilité de créer du code. Voilà, avec voilà, Gemini, vous avez la possibilité de créer du code, d'autres formats de tests hein, que vous pouvez imaginer, vraiment tout. Même si vous voulez, vous pouvez créer même des fichiers README. Ça dépend juste en fait de comment est-ce que vous êtes en train enfin, de questionner, je vais dire, le modèle. On va voir ça un peu plus après. Voilà. Maintenant, vous avez aussi la possibilité avec Gemini d'avoir les fonctionnalités comme le résumé des tests qui sont très très longs. Imaginez en fait que vous lisez quelque chose ou bien même des codes hein, que vous n'avez pas compris spécifiquement et que vous voulez en fait des compréhensions voilà, beaucoup plus pointues. Vous pouvez en fait passer ces contenus et voilà, l'IA ou bien Gemini va vous permettre maintenant de pouvoir, disons, expliquer ce code, même améliorer le code, améliorer le contenu et même faire enfin, le résumé des documents. Vous voyez, donc principalement, c'est du contenu textuel. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc, ces IA génératifs, enfin Gemini principalement, est plus à même de vous fournir des réponses assez spécifiques pour les tests que pour d'autres types de formats voilà, de fichiers ou quoi que ce soit. C'est ça. Si vous avez des questions, les modérateurs sont là, donc n'hésitez toujours pas à poser des questions. Je serai très ravi de répondre. Voilà, et puis vous avez la possibilité également de pouvoir décrire les images, rendre vos applications beaucoup plus accessibles, surtout pour l'ergonomie et puis l'expérience utilisateur. Voilà, parce que vous savez, surtout dans le développement d'une plateforme, quoi que ce soit, il y a aussi l'accessibilité qui compte. Donc, vous pouvez rendre vos applications plus accessibles avec Gemini. Donc, en fait, ça, c'est juste en fait, quelques possibilités que j'ai listées, mais il y en a plus, il y en a au-delà de ça. Vous avez la possibilité de vraiment faire des choses incroyables. Il faut juste, comme moi, j'ai l'habitude de le dire à chaque fois que je fais une présentation sur Gemini, il faut premièrement, en fait, être sûr de ce qu'on veut développer, avoir une idée claire de ça, bien spécifier les choses, et franchement, les possibilités sont vraiment énormes. Ça va vraiment au-delà de ce que même on peut imaginer. Comme un cas d'utilisateur que j'ai donné ici, vous pouvez créer par exemple une application pour permettre d'obtenir enfin, les nouvelles, je vais dire, comment dire, les actualités, voilà, les actualités. Et voilà, ça peut également vous réduire en fait les articles, vous donner même, enfin, vous dire exactement ce qui se passe dans ces articles et vous permettre même en fait de pouvoir enfin, utiliser d'autres fonctionnalités comme du text-to-speech pour pouvoir, je vais dire, traduire ou bien lire en fait votre contenu en audio par exemple, vous voyez, ou bien vous pouvez créer même des applications de réseaux sociaux
voilà, qui sont principalement basés en fait sur la fonctionnalité chatbot qui permet de pouvoir engager des discussions assez intéressantes avec les utilisateurs. Ouais. Donc, en fait, il y a beaucoup de use cases. Vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de domaines, que ce soit voilà, euh, euh, la e-santé, par exemple, ou bien côté logistique, ou bien même ouais, côté software, vraiment tout. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Donc, maintenant, on va parler un peu de l'intégration de Gemini avec Flutter. Donc, voilà, on va rentrer dans les vraies choses. Du coup, euh, comment intégrer Gemini avec Flutter? Martin, je te Donc, demande un instant pour une question. OK. Et bon, il y a une question qui a été posée dans le chat, c'est quels sont les différents outputs qu'on peut avoir avec Gemini? Est-ce que c'est uniquement du test? Bon, j'aurais aimé répondre ça un peu plus après parce que la présentation va couvrir ça. Donc, ouais, on va y revenir, puis la personne va tout comprendre. OK. Du coup, comment intégrer Gemini avec Flutter? Il y a plusieurs façons d'intégrer Gemini avec Flutter. Mais la façon la plus simple de procéder, c'est d'utiliser le Google Generative AI Dart SDK. Donc, Google a créé un software development kit, enfin, surtout pour faciliter l'intégration de Gemini dans Flutter. Donc, pour ceux qui savent déjà utiliser les packages, surtout en Flutter, voilà, disons que c'est un package qui a déjà en fait des classes qui sont preset et tout, que vous pouvez facilement utiliser maintenant pour pouvoir faciliter votre intégration. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est d'utiliser l'API de Gemini directement dans votre projet. On va voir aussi ça lors de la présentation, mais pas dans la démo. Et puis, on va également parler peut-être des situations dans lesquelles il faudrait passer forcément par l'API. Voilà. Donc, le SDK de Google, comme je le disais, c'est quand même un package assez simple hein, qui vous permet de pouvoir avoir toutes les fonctionnalités d'IA générative dans votre application. Voilà. Maintenant, euh, comment est-ce que ça se passe généralement? Il faut premièrement que vous configuriez votre projet, ok, que vous ayez une clé API, que ce soit à travers l'utilisation du package ou que ce soit à travers voilà, l'intégration du REST API, il faudrait forcément un API key. On va parler de ça un peu plus après. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut s'y prendre, encore une fois. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec ça? Après l'intégration, il faut peut-être envisager deux types d'input. Donc, ça revient un peu à la question que notre ami a posée. Donc, vous avez la possibilité de générer du test à travers ou bien à partir d'un test. OK? Donc, on va aller plus simple avec un exemple de création d'un poème sur notre cher pays, le Togo, par exemple. Donc, je peux avoir un test généré, OK, qui est notamment le poème, en se basant sur un input qui est aussi un test, genre une question. Vous voyez? Donc, c'est comme question, réponse. Donc, réponse textuelle. Ensuite, je peux avoir du test généré également à travers un test et, et une image. Donc, côté question, je vais formuler la question avec du test plus une image. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la multimodalité, globalement. Je vais revenir dessus par la suite. Donc, pour répondre à la question de l'ami, c'est que avec normalement Gemini, actuellement, c'est plus adapté à pouvoir vous générer des tests. Oui, à l'avenir, il y aura forcément d'autres formats qui seront supportés.
mais actuellement, c'est principalement du test. Maintenant, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. OK, on est dans le domaine de l'IA générative. Ce que je veux dire, c'est que il y a maintenant, enfin, il y en avait même depuis, il y a des packages, il y a des packages qui sont déjà là pour pouvoir faire pratiquement de la traduction du test en, en audio, par exemple. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser Gemini pour vous générer quoi que ce soit que vous voulez. Maintenant, utilisez maintenant ces packages qui sont déjà là. Je vais donner le nom de MLKit pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai fait, il y a 2 ans, j'ai fait des présentations sur le MLKit qui contient vraiment beaucoup d'éléments surtout pour pouvoir voilà, créer même des applications assez intelligentes. Ouais. Donc, vous pouvez faire tout ça et utiliser même le paquet TF-Lite de TensorFlow pour pouvoir même agir sur les images. Vous voyez que vous aurez peut-être premièrement à pouvoir faire reconnaître ou quoi que ce soit, juste comment dire, activer en fait des fonctionnalités génératives des fonctionnalités intelligentes dans votre application. Ouais. Mais ce que vous devez retenir, c'est que pour le moment, c'est la génération du test qui est supportée principalement par Gemini. Et voilà, ça rejoint un peu en fait à la définition des LLM qu'on a donnée. Ouais, donc, globalement, c'est ça. On obtient du test parce que on obtient du test surtout avec Gemini parce que ça a été entraîné à travers une grosse quantité de tests. Ouais. Et ça va évoluer après certainement. Du coup, il y a voilà, du test que vous pouvez générer à travers du test et une image. Il y a des chatbots que vous pouvez créer. Ouais, vous pouvez discuter voilà, avec le bot et obtenir des réponses. C'est ça, on va voir par la suite. Et du coup, aussi avec le package, vous pouvez également avoir des interactions plus rapides. Donc ici, on l'appelle les streaming interactions. Donc en gros, enfin, ceux qui font déjà Flutter, ils savent faire ce qu'on appelle les streams. Donc avec les streams, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir en fait plus ou moins en fait avoir des réactions en temps réel. Vous voyez, avoir des réponses en temps réel, agir sur les réponses et tout. Et donc, avec le package, vous avez également cette possibilité-là, ce qui vous permet de pouvoir plus ou moins accélérer en fait votre temps de réponse ou quoi que ce soit pour pouvoir permettre une plus belle expérience utilisateur voilà, de votre application. J'espère que jusque-là, ça va. S'il y a des questions, n'hésitez toujours pas à les poser. Hein. Donc, la suite. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, si vous voulez travailler avec le package, parce que pour le moment, on est en train de discuter sur le package. Donc, si vous voulez utiliser le package dans votre application Flutter, il vous faudra une version de Dart qui est supérieure à la version 3.2.0. Donc, visiblement, si vous avez une version qui est moins que ça, vous ne pourriez pas utiliser le package dont on parle ici, là. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, pour ceux qui n'aiment pas faire les updates des packages, je comprends aussi que ce n'est pas... Enfin, il ne faut pas aussi sauter sur les versions tout le temps, mais surtout pour ce dont on est en train de parler ici, il vous faudra une version de Dart. J'ai bien dit Dart, pas Flutter. Dart 3.2.0. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous configurez votre projet? Donc, ici, comme on en parlait, il vous faut forcément une clé API. Vous voyez, c'est comme pratiquement tous les SDK de Google, comme le Google Maps SDK, vous avez besoin d'une API. Donc, pratiquement pour tout, vous avez besoin d'une clé API. OK. Donc, comment est-ce qu'il faut créer la clé API? Ça, c'est un point très important. Je vais essayer de blanchir un peu cette partie. Pourquoi je dis ça? Parce que ça tape un peu en fait dans un autre sujet plus intéressant qui est notamment le AI Studio. Du coup,
Je vais cliquer sur le lien, je vais vous montrer 2-3 trucs. Voilà, bon, j'ai mes clés ici. Si vous avez vu quelque chose que vous n'avez pas vu, hein, si vous utilisez mes clés, je vais vous traquer. Non, c'est pour blaguer. OK, donc, voilà. Ici, je vais vous montrer un truc rapidement. Il y a cette plateforme, OK, le Google AI Studio. Plus précisément, attendez, je vais faire ça comme ça. Je voulais vous montrer un peu ce à quoi ça sert. Mais globalement, c'est ici, en fait, que je vais dire, vous pouvez, je vais dire, créer ou bien redesigner, en fait, des modèles spécifiques, en fait, à peut-être un use case, en fait, que vous voulez intégrer ou bien vous êtes en train de travailler dessus. Donc, ça ne révèle pas du Flutter. OK, on est d'accord. Donc, ça, c'est plus, en fait, pour enfin, ceux qui aiment enfin, l'entraînement des modèles et tout. Donc, la plateforme Google AI Studio vous permet de pouvoir, disons, utiliser tous les modèles, presque tous les modèles de Google ou bien de Gemini, principalement pour faire vos tests, pour faire des checkings et tout, avant de pouvoir les intégrer. Et enfin, ça a beaucoup de fonctionnalités, hein. Moi, perso, moi, j'ai pas eu à trop explorer ça parce que moi, je m'occupe plus de l'intégration. Chacun connaît son rôle. Du coup, voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez également checker cette partie. Je suppose même qu'il y en a des pros, en fait, qui sont parmi nous dans ce call, qui vont notamment même me corriger si j'ai fait, si j'ai fait des erreurs. Du coup, voilà, ça aussi, c'est très important à savoir. Maintenant, c'est ici, en fait, que vous copiez plutôt vous générez votre clé API. OK, c'est vraiment ici que vous générez votre clé API. Donc, vous pouvez voir déjà qu'il y a le bouton en haut à gauche, il y a le bouton Get API Key que vous pouvez utiliser maintenant pour pouvoir obtenir votre clé API. Donc, c'est simple. Si vous voulez vous inscrire sur la plateforme, voilà, comme n'importe quelle plateforme de Google, c'est très simple. Vous allez dessus, vous avez votre compte Gmail, vous vous connectez, puis vous commencez. Ouais. Du coup, vous avez le bouton, vous cliquez dessus, vous générez votre clé API. Maintenant, vous savez, c'est une clé API, quoi. Donc, il faut juste prendre les bonnes dispositions pour pouvoir stocker ça quelque part. Bon, enfin, si moi je fais ça, on aura quelque chose comme ça. Je clique dessus, j'ai un truc comme ça. Ouais. Et puis là, je peux facilement l'utiliser. Donc, vous pouvez voir ici, ça me dit, enfin, ça me donne plus ou moins comment est-ce que je peux tester ma clé API avec une commande CURL. Et enfin, c'est un peu ça globalement. Donc, vous pouvez créer n'importe, enfin, plusieurs clés API hein, si vous voulez. Il faut, et puis, il y a aussi, genre, vous pouvez associer ça en fait à vos projets que vous avez sur les clouds. Et enfin, ouais, non, tout est lié, quoi. Donc, on revient à nos mots-étons. Du coup, ici, vous avez votre API, vous avez vu comment est-ce que ça marche globalement. Donc, vous avez votre clé API. Maintenant, il va falloir, je vais dire, ajouter ça au projet ou bien inclure ça dans la requête pour pouvoir obtenir les réponses. Maintenant, ça, normalement, ça ne révèle pas vraiment de Gemini, mais c'est un point très important. La sécurité de nos clés API. Enfin, généralement, je vais dire du n'importe quoi, mais souvent, quand on travaille de petits projets, on se permet vraiment de faire un peu du n'importe quoi. On peut mettre notre clé API comme on veut, parce qu'on sait que personne ne va l'utiliser. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si on travaille de projets à fort impact, il nous faudra en fait adopter des bonnes pratiques et des bonnes méthodes. Et donc, pour ce faire, c'est toujours mieux de pouvoir accéder à votre clé API à travers les variables d'environnement. OK, c'est toujours mieux comme ça. Pourquoi? Parce que c'est sécurisé et ça vous permet en fait voilà, de pouvoir, enfin de ne pas exposer votre clé API. Ouais. Donc pour ce faire, utiliser les variables d'environnement dans Flutter, c'est assez simple. Hein? C'est assez simple. Maintenant, c'est simple pour ceux qui utilisent, for those who use command lines, ceux qui utilisent les envies de commande, OK?
comme Flutterhand et tout, et tout, et tout. Vous passez les tags là-bas. Maintenant, pour ceux qui n'utilisent pas souvent les command lines, vous êtes obligé en fait de faire des setups. Je sais qu'avec VS Code, je l'ai utilisé plusieurs fois. Vous pouvez créer un fichier dart define. Et donc, avec le dart define, vous avez en fait vos clés API là-bas. Et de l'autre côté, vous pouvez créer maintenant un fichier launch.json qui vous permet maintenant en fait de pouvoir plus ou moins intégrer des commandes directement là-bas que vous pouvez maintenant et vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton launch ou bien debug, sorry, pour pouvoir en fait runner en fait votre projet. Enfin, je vais voir hein, si je peux vous montrer ce côté parce que bon, enfin ça ne révèle pas vraiment enfin, de Gemini quoi, voilà, non. Mais c'est un sujet très important. Donc, la façon la plus simple de le faire, c'est juste utiliser les invites de commande. Voilà, utiliser la commande Flutterhand. Et puis, vous passez ce tag-là. OK? Donc, ici, il y a le Dart Define. C'est le Dart Define qui vous permet de pouvoir définir vos variables d'environnement. Avec le Dart Define, vous avez le Key and Value. Ouais? Key and Value. Donc, ici, le nom de notre variable, c'est API key. Et ici, c'est principalement en fait la clé qu'on met ici, là. Donc, c'est ça. Et vous pouvez l'utiliser maintenant pour faire le build, vous pouvez l'utiliser pour faire le run, principalement. Je veux dire le build pour générer en fait votre APK et le run pour pouvoir tester ça. Maintenant, c'est assez intéressant. J'adore parler de ça parce que je prévois même une session sur ça, principalement pour explorer comment est-ce qu'il faut effectivement utiliser ces variables d'environnement parce que c'est assez intéressant. Ça vous permet même d'agir en fait directement sur la partie, enfin, les fichiers sources Android et puis les fichiers sources iOS de votre projet. Et c'est juste fabuleux en fait le résultat qu'on obtient. Ouais. Donc, enfin, explorer ça aussi, hein, c'est intéressant parce que sur les projets à fort impact, vous aurez besoin de ça. C'est pas juste une clé comme ça, mais c'est assez important et puis très intéressant. Du coup, next step. Après ça, après avoir trouvé enfin, la clé, après avoir généré la clé, après l'avoir importé maintenant, ou bien après l'avoir ajouté au projet, il faudrait maintenant qu'on initialise notre modèle. OK. Maintenant, comment est-ce qu'il faut initialiser le modèle? C'est très simple. C'est juste en faisant ceci. Donc, déjà, le package, ça s'appelle le Google Generative AI, comme j'ai dit. Donc, pour ceux qui savent importer le package, vous-même, vous savez, il faut juste prendre ce nom-là, qui est ici, et puis le mettre dans le fichier PubSpec, comme d'habitude, et puis l'importer. Donc, ici, pour ceux qui ont une fois touché Flutter, il n'y a rien de compliqué ici. OK, rien du tout. Peut-être ici, là, mais ça, c'est juste pour accéder à notre clé API qu'on a définie. Donc, ce qu'on a défini avec le Dart Define, OK, pour y accéder, voilà, on peut utiliser le platform Dart Environment ou bien le Stream Dart Environment. Ouais. Mais moi, je préfère ceci, le platform Dart Environment. Et voilà, on lui donne le nom API Key. OK? Ou bien, c'est même pas le nom, c'est le nom de notre variable plutôt. Maintenant, petite précision. Le API Key, vous êtes obligé de nommer ça comme vous voulez. Vous voyez? De nommer, vous êtes obligé de. Vous êtes libre, autant pour moi, de nommer ça comme vous voulez. Donc, si vous, lors du Dart Define, si ici, lors du Dart Define, vous donnez un nom, je ne sais pas, que vous voulez, si c'est ABCD que vous avez donné comme nom, prenez bien soin de mettre comme clé ici, ou bien paramètre ici, et puis ABCD. Si vous ne le faites pas, vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez rien à voir. Ouais? Donc, c'est ça. Très important. Donc, tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est juste checker. OK, s'il n'y a pas de API qui fait moi un print. Voilà. Donc, c'est tout. Maintenant, l'initialisation, mais c'est à ce niveau. Vous avez votre clé. Maintenant, pour initialiser ça, vous utilisez en fait ce modèle globalement pour pouvoir faire l'initialisation. Maintenant,
vous allez voir que ça prend deux paramètres. Ça prend le paramètre modèle et le paramètre API key. Maintenant, le modèle, c'est globalement le nom de votre modèle Gemini. Et donc, on va revenir dessus juste après. Et vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs types de modèles de Gemini qui sont un peu spécifiques à un type d'action spécifique aussi qu'on veut faire. Ouais. Ou bien sont beaucoup plus optimisés. C'est plus une histoire d'optimisation en fait. Voilà. Donc, let's go. Du coup, ici, on a vraiment beaucoup de modèles. Et puis, on en parlait il y a peu. Premièrement, les modèles qui vous permettent de pouvoir générer du contenu textuel à travers un test. Des modèles qui vous permettent de pouvoir générer du contenu textuel à travers un test et une image. Les modèles qui vous permettent de pouvoir générer du contenu, qui vous permettent de pouvoir converser, hein, faire de la conversation, ou bien qui sont plus optimisés pour les conversations. Et également, voilà, pour le streaming. Voilà, maintenant, le modèle qui est responsable de générer du test à travers du test plus une image, le modèle qui est plus optimisé pour ça, c'est celui-ci, Gemini Pro Vision. OK, Gemini Pro Vision, globalement. J'espère que jusque-là, ça va. Hein. Parce que si vous arrivez à comprendre ceci, au moins là, vous savez que on vous a vraiment démystifié en fait Gemini et puis comment est-ce que ça marche. Donc, il y a plusieurs modèles. Vous pouvez les voir ici. C'est toujours disponible. Si vous voulez faire des captures d'écran, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez faire ça. Je vais donner juste 30 secondes. Alright, so let's go. Donc ici, vous pouvez voir, il y a beaucoup de modèles. Donc déjà, on a quelques modèles ici. OK. Je vais revenir en même temps ici dans ma présentation. Donc, il y a le Gemini 1.5 Pro qui est, vous pouvez voir, optimisé pour le raisonnement des tâches, la génération du code, l'édition du code et tout. Gemini 1.5 Flash qui est beaucoup plus adapté. Ça prend un input. Regardez bien les inputs. Vous voyez, il y a même des inputs audio. Il y a même les inputs audio. Il y a soit les inputs audio, images, vidéo et tests. Ouais. Mais si vous voyez un peu le output, is only text. OK? Donc, vous pouvez avoir des différents types d'input, mais le output, le format, c'est toujours un test. Pour le moment. OK? Donc, il y a aussi le côté performance qui est là. Ouais. Donc, cette partie, elle est importante parce que, encore une fois, on parle en fait déjà de ceux qui aiment appliquer les bonnes pratiques. OK? Si moi, si moi, je veux juste faire une petite démo, peut-être je ne vais pas trop m'intéresser à tout ça parce que je sais que c'est juste principalement de la génération de tête. Donc, si je prends n'importe quoi, ça va marcher. Mais au cas où je m'apprête à développer une application qui va supporter minimum un user base de peut-être 10 000 utilisateurs, bah, il faut vraiment que je pense à l'optimisation. Parce que je vous assure, moi, j'ai fait des tests, j'ai mis un modèle et puis toute ma machine commençait par ramer. Vous voyez, parce que ce n'était pas trop adapté en fait. Vous voyez, l'application plutôt commençait par ramer. Vous voyez, donc, il faut vraiment penser à l'optimisation. C'est un bonus en fait, vous le faites. C'est comme des pratiques que vous adoptez sans le savoir, mais ça se ressent quand vous parlez principalement peut-être à un client ou bien sur un sujet technique assez particulier. Donc, c'est important de penser aussi à l'optimisation et choisir les modèles en fonction de ça. OK, donc, let's go next step. OK, ça aussi, c'est très important. Genre QA, question answer. Des trucs comme les FAQ et tout, c'est très intéressant. Ça, je ne l'ai pas exploré personnellement, mais vous pouvez checker. Hein, très intéressant pour les FAQ. Et donc, voilà, c'est ça. Alors, les use cases spécifiques, on revient toujours sur les mêmes use cases. Donc, c'est les use cases les plus communs
OK, qu'on utilise d'habitude. Donc, déjà pour la génération du test à travers un test, ensuite à travers un test ou une image, ou bien et une image, ensuite les chatbots et tout. Donc, c'est les use cases spécifiques ou bien les plus d'utiliser ça. J'espère que ça avance. Hein. J'espère que ce n'a pas fait coup d'état. Du coup, la suite. Hein. Donc, enfin, ça, on va voir aussi un autre modèle. Donc, si vous voulez juste obtenir du test genre à partir d'un test, enfin, le modèle le plus commun, c'est Gemini Pro. L'autre, il y avait Vision dedans. Hein. Et ça, c'est Gemini Pro Vision. Mais pour ceci, pour juste obtenir du test, au moins des tests, enfin, il est recommandé d'utiliser Gemini Pro seulement. Enfin, c'est ça le nom du modèle. Donc, lors de l'initialisation, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un paramètre modèle. Donc, c'est ça que vous donnez. C'est ça que vous donnez globalement. Et maintenant, il y a cette méthode qui vous permet, la méthode Generate Content. On va voir tout ça par la suite. La méthode Generate Content vous permet de pouvoir obtenir en fait le output qui est notamment du test. Donc, globalement, c'est comme ça marche. Vous voyez, on était ici au niveau de l'initialisation. Donc, on a initialisé notre modèle. Maintenant, on a passé le type de modèle qu'on veut. Dans notre cas, c'est Gemini Pro. Donc, le jour où je décide en fait d'utiliser peut-être un autre modèle, c'est ici que je viens changer ça. Ouais, non. Et toujours garder en tête que voilà, il faut passer la clé API. Voilà. Sans ça, vous ne pouvez pas faire fonctionner le truc. Voilà, on est bien d'accord. Donc, là, c'est ici que vous taylorisez en fait votre contenu, le type de contenu en fait que vous voulez, enfin, qu'est-ce que je dis? Votre question, ouais, non, ou bien votre input. C'est ici que vous taylorisez ça. Maintenant, c'est un aspect assez intéressant parce que, vous savez, les LM souvent fonctionnent sur, enfin, c'est plus précis, genre, les réponses sont plus précises quand vous fournissez aussi des détails assez précis dans votre input. Ouais, non. Donc, si par exemple, je dis, genre, je mets ce test par exemple, et je dis, write a story about a magic backpack, ou bien je peux dire même parle-moi du Togo par exemple, ou bien comme test, je mets parle-moi du Togo. Ça va sortir un truc assez général. OK? Mais si je lui dis, parle-moi du Togo et peut-être donne-moi peut-être les 5 régions qu'on a, ou bien, enfin, pas les 5, je ne peux pas préciser forcément, je peux dire juste, donne-moi les régions qu'on a, je précise les éléments clés, vous allez voir en fait que le contenu que je vais avoir, ce sera un peu différent. Et en fait, c'est un truc assez classique pour ceux qui utilisent déjà chat GPT, vous voyez, c'est des choses comme ça quand même Gemini, en fait, la plateforme en ligne, quand vous mettez un contenu qui n'est pas assez spécifique ou bien explicite, vous allez aussi obtenir des résultats qui ne sont pas vraiment spécifiques. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que vous, maintenant, dans votre use case de projet que vous avez, plus vous fournissez des éléments spécifiques de réponse que vous voulez obtenir, ça va vous permettre, en fait, de pouvoir avoir ces réponses-là et maintenant définir des formats assez bien précis pour pouvoir, je vais dire, gérer ça ou bien créer des widgets qui matchent réellement avec voilà, ces réponses-là. Donc, je donne un exemple. Si par exemple, je veux obtenir une liste de réponses, hein, peut-être pour un quiz ou quoi que ce soit, je peux préciser tout ça dans mon élément contenu ou bien dans mon élément input. Et donc, ça va me permettre maintenant de pouvoir obtenir une liste de réponses. Je peux encore genre, dire au modèle, moi, je veux juste 5 réponses. Il va me fournir également 5 réponses. Vous voyez, donc, ces détails-là sont très importants parce que au final, c'est avec ça en fait, que vous créez l'application, enfin, ou bien c'est avec ça que vous matérialisez en fait le concept que vous avez déjà en tête. Vous voyez, non? Donc, c'est assez important. Et enfin, pour maintenant obtenir la réponse ici, là, il faut juste utiliser la méthode Generate Content. Comme on a dit, puis vous lui passez le content. Maintenant, par la suite, on va voir également les types de content.
hein, de content ou bien d'input, en fait, comment est-ce qu'on peut spécifier ça? Donc, let's go. All right, so, il y a aussi enfin, l'autre use case globalement, le use case, la multimodalité. Donc, utiliser, enfin, obtenir du test à partir du test et d'une image. Par rapport à ça, il faut utiliser le Gemini Pro Vision comme modèle. Ensuite, il faut faire très attention lors de l'importation de l'image, ou bien en fait, lors du choix de l'image que vous allez joindre en fait au test. OK? Ce que je veux dire globalement ici, comme vous le voyez à l'écran, c'est que votre image ne doit pas dépasser 20 mégabits. Donc, je vais m'expliquer tout à l'heure, vous allez tout comprendre. Votre image ne doit pas dépasser 20 mégabits en taille. Si vous êtes en train d'utiliser le package Generative AI, ce qu'on est en train d'utiliser ici. OK? Donc, lorsque vous avez un projet, maintenant, c'est à vous de définir tout ça, en fait. Vous voyez? Donc, si ce sont des images prédéfinies, soit vous faites un petit traitement à ces images-là, peut-être même vous utilisez d'autres packages de flotteurs pour pouvoir traiter ces images avant de pouvoir les soumettre, comment dire, au modèle, ou soit vous pouvez décider d'utiliser l'API en soi, pas le package, mais là, vous basculez en fait sur le API. Donc, avec le REST API, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir spécifier, genre, vous pouvez définir des paramètres pour spécifier en fait que, OK, tiens, je veux en fait que l'image, enfin, la taille de l'image puisse dépasser 20 mégabits, par exemple. Vous voyez, non? Du coup, vous pouvez le faire aussi. Vous voyez? Mais ça, c'est principalement au moyen de l'API REST. Mais avec le package dont on a de parler ici, that's not just simply possible. C'est pas possible. OK. Donc, c'est aussi très bien à savoir parce que si vous créez une application et enfin, vous pouvez être un peu plus explicite par rapport à la taille et dire à l'utilisateur, écoute, ton image dépasse 20 mégabits. Moi, pour le moment, je suis sur, je sais pas, Google AI Studio gratuit. Donc, essaie de diminuer la taille. Ou soit carrément, vous trouvez, comme j'ai dit, une alternative de pouvoir réduire en fait l'image, la taille de l'image avant de pouvoir, plutôt le size de l'image avant de pouvoir soumettre ça au modèle. Donc, si vous voulez savoir comment est-ce que ça marche généralement avec le REST API pour le filing, voilà, vous avez tout ici. Encore une fois, laissez-moi basculer dessus. Vous pouvez prendre des captures, mais globalement, c'est ça. Si ça va, je peux continuer. All right, so let's go. Du coup, encore une fois, enfin, c'est ça. Ici aussi, même modèle que l'autre. Mais vu que maintenant, on a une image qu'on va, une ou plusieurs images qu'on va rajouter, il y a une petite différence entre la définition des modèles ou bien des méthodes plutôt. Donc, ici, il faudrait ajouter une partie où on traite les images. OK. Dans cette partie, c'est ici, là. Là où c'est en vert. Donc, enfin, pour Google, parce que les exemples que vous voyez ici, c'est principalement les exemples que j'ai définis à partir du paquet de Google qui est déjà en ligne. Du projet de Google qui est déjà en ligne. Ils ont fait une démo qui est sur GitHub. Je vais parler avec vous. Donc, voilà, ici, ils ont supporté que 2 images. Donc, ça, vous avez le choix de décider. Le plus important, c'est que la taille de chaque image ne dépasse pas 20 mégabits, mais vous avez le choix de mettre autant d'images que vous voulez, tant que ça ne fait pas bugger votre système. Donc, ici, il faut définir les images. Ce qu'ils ont fait globalement, c'est définir ça à travers des images qu'ils ont déjà
preset ou bien pré-importés dans le dossier asset de Google, et sorry, du projet Flutter. Mais par la suite, nous, on va voir comment est-ce qu'il faut redynamiser tout ça pour rendre ça un peu plus dynamique, peut-être avec un package d'importation d'images ou quoi que ce soit. On va voir ce côté. Donc, c'est ça. Maintenant, un truc très important à préciser, surtout quand on est en train de dealer avec les images. Quand on est en train de dealer avec les images, il y a cet élément-là, ce gars. Ça, c'est les fichiers, plutôt les types de fichiers MIME. Je ne sais pas trop si c'est comme ça, on dit ça en français, mais c'est ça, les MIME types ou bien les MIME types, je ne sais pas trop. Mais globalement, ça vous permet de pouvoir spécifier le format en fait de votre fichier. Parce que à ce niveau-là, enfin, pour ceux qui sont un peu pro en Flutter, ils vont savoir. Actuellement, il est en train de considérer ça comme des fichiers de type byte, en fait, les UI8 list. Et donc, enfin, c'est plus ou moins des bits. Hein. Et donc, le système ou bien genre le modèle ne sait pas si vraiment, voilà, c'est vraiment une image ou bien peut-être c'est un audio que tu as pris et voilà, tu l'as transformé en bit ou quoi que ce soit. Donc, c'est avec cette spécification-là que le modèle sait en fait. Donc, vu que pour le moment, on est en train de dealer avec les images, il faudrait qu'on précise le type de fichier. Si on ne précise pas ce type, ou bien on fait une erreur dans la précision, vous comprenez un peu, on ne va pas avoir les résultats attendus, quoi. C'est ça. What you see is what you get. Oh, what you type is what you get. All right. Du coup, après ça, ouais, il y a aussi ça là qui change. De l'autre côté, pour le Gemini Pro, on a utilisé le content.test. Ici, on utilise le content.multi. Donc, ça prend en paramètre une liste de prompts ou bien d'input. Et donc, vous allez voir que le prompt, c'est la partie textuelle et ça, c'est la partie visuelle. Donc, en gros, il y a le test ici qui est pris comme prompt et de l'autre côté, il y a également les images que vous définissez. Encore ici, ça veut dire juste qu'on a mis une liste d'images. OK? Donc, voilà, c'est ça. Mais le output final, c'est toujours un test. C'est toujours un test. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, c'est à vous de faire tellement de spécifications dans votre input pour obtenir des formats de tests personnalisés. Des tests peut-être avec du listing, des tests avec, je ne sais pas, enfin, des types de formats, peut-être des tests avec peut-être des booléens, vraiment tout. Maintenant, vous pouvez maintenant utiliser le, le Flutter, enfin, le Dart Convert, par exemple, pour pouvoir convertir ce test-là peut-être en objet que vous allez maintenant mapper avec un modèle que vous allez définir. Ouais. Donc, c'est ça. Du coup, si tout va bien pour le moment et que vous n'avez pas de questions et que personne ne s'est déconnecté, bon, je rigole, voilà, on va continuer. Donc, ici, c'est globalement l'application hein, des deux autres parties qu'on a vues. Donc, pour le chat, voilà, il y a juste deux types de méthodes qui viennent en rajout. OK. Il y a la méthode Start Chat qui vous permet de pouvoir initialiser une conversation typique entre Gemini ou bien enfin, le modèle et puis vous qui êtes utilisateur ou bien votre potentiel utilisateur. Et il y a également le Send Message, enfin, la fonction Send Message qui vous permet de pouvoir envoyer le message de l'utilisateur. Donc, ce message peut être à la fois du test ou soit du test plus une image. OK. Donc, le modèle optimisé pour ça, enfin, ou bien ce que Google propose, c'est Gemini Pro. OK. Donc, c'est ça.
Du coup, let's go. Donc, voilà, il y a aussi un point très important. Vous allez me dire, OK, comment est-ce qu'on construit le chat? Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui ont cette question-là en tête. Généralement, pour créer un chat en Flutter, vous savez, c'est casse-tête. Mais ce qui est intéressant avec ce package, c'est que ça vient avec un preset de widget déjà qui vous permet de pouvoir facilement en fait intégrer ou bien avoir la fonctionnalité de chat. Donc déjà, il y a cette propriété que vous devez spécifier, ce filtre, qui est le rôle. Donc, il y a deux types de rôles, notamment le user et le model. Le user, c'est moi qui suis en train de saisir un texte. Et le modèle, c'est pratiquement le modèle Gemini qui me fait un retour. Donc, avec ça, je peux classifier. On va voir tout ça. Je peux classifier if this one is from user. And lui-même, il sait faire. Quand il voit en fait que ça, c'est from a user, il place ça directement à droite comme test. Le test, la position du test sur votre écran, c'est directement à droite. Si il voit ça comme modèle, il place le test à gauche. Ouais, donc, tout a été pre-built, donc vous n'aviez qu'à l'utiliser. Maintenant, vous pouvez designer. Pour le design, ça, c'est pas un problème. Okay? Mais globalement, c'est ça. Et puis, vous avez la possibilité aussi d'obtenir l'historique en fait, de votre conversation. Et donc, c'est avec l'historique que vous pouvez avoir effectivement une liste. Vous pouvez maintenant agir sur cette liste d'historique pour scroller, pinger, tout ça, tout ça. Mais ça arriverait plus de fonctionnalités que vous-même, vous allez essayer d'implémenter. Okay? Donc, voilà. Donc, point important que vous pouvez retenir ici. Il y a ceci, ce paramètre generation config qui vous permet de pouvoir spécifier le nombre de tokens maximum que vous voulez appeler en fait. Ouais. Donc si je veux en fait que 100 tokens me soient générés, juste pour ma conversation, c'est ça que je spécifie. Donc c'est assez intéressant parce que ça vous permet de customiser, je vais dire, les plans de votre application. Si vous voudrez en fait que voilà, pour un utilisateur classique qui n'a pas payé, il va juste faire 2 tokens, il le fait, et puis vous lui faites sortir un dialogue comme quoi, monsieur, il faut souscrire avant de pouvoir continuer. Ouais, non. Mais vous pouvez agir sur ces éléments-là. Et puis ça vous aide aussi en mode test à ne pas aussi dépasser, à ne pas aussi éviter des requêtes entre griffes pas nécessaires. Voilà. Donc, vous avez ça comme ça. Vous pouvez voir ici. Maintenant, il y a aussi un point assez intéressant que j'aimerais soulever. Vous avez le choix de définir également des contenus. OK? Vous voyez, par exemple, quand je veux initialiser le chat avec la méthode start chat, j'ai une historique déjà prédéfinie. OK? Cette historique, normalement, va être mise à jour au fur et à mesure que la discussion continue. Ça, on est bien d'accord. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez la possibilité de spécifier. Ça, c'est mon input, en fait. Vous voyez, par exemple, ça, c'est mon input. Maintenant, je peux définir un test. Enfin, à la base, je peux définir un test pour le modèle. Je peux dire, modèle, quand mon utilisateur vient, peu importe tout ce qu'il me met en premier, sort lui un test, bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Bonjour monsieur ou madame, comment est-ce que vous allez? Ouais. Donc, si je peux définir ça, donc ça veut dire que je ne vais pas avoir à questionner inutilement mon ami modèle Gemini Pro pour ça. Ouais. Donc, ça, c'est un test qui est plus built, ou bien qui est plus défini plutôt, que j'appelle tout le temps si je veux. OK, ou bien quand l'utilisateur envoie son premier message. Ouais. Donc, vous pouvez vraiment, comme je l'ai dit, faire ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de customiser ça comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a ce côté qui est très intéressant. Ça, c'est par exemple ce que, genre mon input, quoi. Genre, how many powers are in the house, all these things. Je peux, définir des questions et puis envoyer des messages. Très simple.
Voilà. Donc, quand je veux avoir le message, j'utilise la méthode, la méthode send message. Et puis, je lui passe le contenu. Encore une fois, le contenu peut être du modèle, du test ou bien du test plus des images. Voilà. Right. So, cette partie, c'est vraiment pour améliorer, pour rendre votre application un peu plus rapide globalement. Donc, au lieu d'utiliser Generate Content, vous allez utiliser Generate Content Stream. Du coup, c'est ça. Et donc, ouais, voilà, comme ça. Et ouais. Et vous allez, il faut remarquer aussi ceci, hein. La réponse qu'on a, ce n'est plus juste la réponse .test. Ouais. Ce qu'on a ici, c'est une liste de réponses. Et maintenant, je peux décider d'afficher la réponse en fait, que je veux. Donc, ça, c'est comme ça que le stream marche globalement. Mais bon, j'espère en revenir un peu plus tard si on a un peu le temps. Donc, c'est ça. OK. Donc, on a terminé la première partie. Maintenant, on va faire la démo. OK. So, let's go. Pour le moment, dans un premier temps, je vais vous montrer ce repo de Google. Donc ça, c'est un repo directement venu de Google S'il ou vous bien de plaît, Flutter. Martino, je crois que Mipa a une intervention. Elle a levé la main, donc on va lui donner la parole vite fait. OK, merci. Ça marche. Et Mifa, tu as la parole. Hein? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Seti. Merci beaucoup, Martino. Ma question, c'est à propos de l'intégration de code. J'ai vu ta méthode. Je pense que c'est approprié pour Flutter Dart. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser l'option de Get Code de Google AI Studio? Est-ce qu'on peut se baser sur ça aussi? Moi, en fait, j'utilise cette option pour avoir des codes Python. Maintenant, est-ce que pour Flutter, est-ce qu'on peut se baser sur le Get Code de Google AI Studio pour bâtir quelque chose? C'est ma question. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Du coup, dans un premier temps, le package actuellement ne supporte que la réponse textuelle que ça retourne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le test comme genre réponse, vous pouvez en fait, obtenir des codes. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple, je lui envoie en input un message et je lui dis génère-moi du code, il va me générer du code, mais voilà, je vais l'obtenir comme une réponse sous forme de test. Donc, à ce niveau-là, maintenant, j'ai la possibilité d'utiliser peut-être un package de copies voilà, au niveau de Flutter pour pouvoir maintenant copier ce code dans mon clipboard et puis l'utiliser. Donc, en fait, j'obtiens toujours que des réponses en mode test, mais ces réponses-là peuvent être formatées en code ou quoi que ce soit parce que, voilà, ça dépend en fait de l'input ou bien de quel type d'input en fait que je lui donne. Et donc, moi-même, personnellement, j'avais fait le test où j'ai mis on va même voir ça. J'ai mis du test ou bien même des codes et puis j'ai demandé des améliorations. Il m'a amélioré le code et voilà, j'ai pu obtenir ça en mode réponse. Donc, c'est ça. OK. Donc, je pense que l'option que tu démontres est la meilleure pour la programmation mobile, à mon avis. Effectivement. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Super. Du coup, on va y aller. Donc, comme je le disais, ce projet
Ça vient directement du repo de Google. Maintenant, on va customiser ça un peu, mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on exécute ça. Je vais essayer de... Simulator. OK. Mais un instant, je vais faire un walkthrough rapide de comment est-ce que ça marche ici. Donc, voilà. À ce niveau, vous allez voir que, enfin, on a défini le mode. Premièrement, on a créé une variable modèle qu'on a essayé d'initialiser ici. Et voilà, comme on l'a dit, il faut toujours appliquer un modèle. Donc, à ce niveau, on est en train d'utiliser Gemini 1.5 Flash, les tests. Donc, voilà, ça, c'est juste pour les tests. Mais en vrai, il faut toujours utiliser les modèles recommandés. Un instant, je vais voir. Oh, OK. Aujourd'hui, je crois que je vais aller avec Android Emulator. Donc, c'est ça. Maintenant, autre chose à noter, c'est la partie chat session. Donc, le type chat session, c'est ça qui vous permet de pouvoir obtenir une session de chat que maintenant vous pouvez utiliser pour à d'autres fins en fait dans l'application. Maintenant, le scroll down, ça c'est, comme le nom le dit, c'est pour faire du scrolling et tout. Donc ça, ce n'est pas un truc qui vient du package. Maintenant, la partie qui est intéressante, c'est que ici vous pouvez voir que on a un test field. Un instant. Voilà, on a un test field ici. Donc, c'est là, en fait, qu'on est en train de définir du test ou bien on est en train de demander à l'utilisateur de saisir du test. Et maintenant, on va lancer notre requête. OK? Maintenant, il y a deux fonctions principales qui sont responsables d'envoi ou bien de la génération multimodale et aussi textuelle. Donc, ça, c'est pour la partie multimodale où on rajoute des assets et puis on a en fait un retour du test. Ouais. Donc, c'est ça. Et puis, globalement, on a utilisé vraiment tout ce qu'on a vu dans la partie leçon globalement. Donc, ici, vous avez le response test. Et donc, c'est le test là que voilà, vous allez customiser ou bien vous allez pouvoir mapper en fait des widgets à ça. Mais ce que Flutter, ils ont fait globalement dans ce repo, c'est juste un truc assez basique. OK. Donc, on va essayer d'exécuter ça. Je suis en train de voir. On va exécuter ça d'abord et puis on va voir la suite. Un instant, je vais ramener ceci. Je crois que j'ai un petit souci avec mon émulateur. Un instant. Ici, c'est bizarre un peu. Mais... Bon, on va essayer d'exécuter ça sur le web alors. On va faire ça sur le web, vu que la partie mobile est en train de refuser. Donc, c'est pas grave. Du coup, comme je l'avais mentionné, il faut utiliser principalement les invites de commande pour pouvoir exécuter en fait, de pouvoir définir notre clé API. OK? Donc, je vais prendre cette commande-là que j'ai ici. Donc, globalement, c'est ça. Prière de ne pas copier
Macro API. Donc, c'est ça. Avec le Flutter Run, vous passez l'environnement au niveau du DApp Define et puis vous avez le truc. Donc, ici, bon, enfin, vu que je suis en train de... Je veux faire ça sur le web, je vais juste spécifier ça à ce niveau-là. Je vais mettre un petit D, device Grow, bien web. On va voir. Bon, ça prend un peu de temps, mais bon, espérons que... OK. Alright. On va spécifier plutôt le Chrome, mais bon, je crois que si je lui passe le Flutter Run simplement, ça va me proposer en même temps le Chrome. Que j'ai mon... Bon, l'exécution a commencé. Donc, en attendant, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le run est en train de, disons, un peu traîner, mais bon, je crois que on aura quelque chose d'ici peu. OK, j'ai mon Android. On va tout faire ça avec. Bon, le temps que ça s'exécute, je vais vous montrer l'autre projet du membre actif de Flutter dont je parlais. Il a fait un truc assez intéressant. Il a essayé de créer une plateforme qui va permettre de pouvoir faciliter la recherche des questionnaires pour les interviews aux développeurs. Donc, enfin, ce que je voudrais vous montrer, c'est principalement qu'il a géré en fait le mapping de données. Donc, au lieu de passer avec ou bien par un modèle de chatbot comme ce qu'on est en train de faire de l'autre côté, il a essayé en fait de design ou bien disons de créer un prompt assez spécifique pour obtenir en fait voilà un type de format donné. Ouais, non. Donc, en fait, ce que vous pourriez remarquer ici, c'est qu'il a spécifié en fait, un instant, je vais voir si je peux augmenter l'écran. Donc, il a spécifié le type d'objet qu'il veut. OK? Il a spécifié ça ici comme ça.
moi, je veux que tu me retournes voilà, les réponses de tout ça en fonction de, genre sous cette forme, question, label, answers, and yeah, genre avec, voilà, des spécificités en fait. Est-ce que ma réponse elle est correcte ou pas? Ouais. Donc, c'est en fonction de ça maintenant qu'il va essayer de pouvoir mapper cette donnée-là et en fait créer un modèle spécifique en fait pour pouvoir retourner ça et voilà, obtenir voilà, une liste de réponses par exemple. Ouais, non. Plus après, je vais quand même vous envoyer le lien de son repo, vous pouvez aussi checker. Et voilà, ça dépend aussi de comment est-ce que vous avez votre idée et puis où est-ce que vous voulez aller avec votre idée. Donc, vous allez voir que ici, bon, il a essayé de pouvoir obtenir la réponse en faisant un petit clean-up avec voilà, le regex qui est ici, le regular expression. Et avec ça, maintenant, voilà, il a fait juste du décodage, en fait. Ouais, non, il a décodé le truc et il a obtenu maintenant une liste de questionnaires, voilà, maintenant qui sont basés sur le modèle qu'il a défini, le modèle de questions qu'il a défini, le même modèle qu'il a appelé là-bas. Donc, si vous voyez ici, vous allez voir que on a le label et puis le answers. Et pratiquement, c'est ce qu'il a fait à ce niveau-là. Ça. Voilà, on a le label et puis on a le answers. Ouais, non. Donc, c'est ça. En attendant, je vais retourner ici. Hein. On va voir. OK. Voilà. Vite. Bon, les amis, ça traîne, surtout sur Android. Ça traîne beaucoup. Bon, je voulais juste rajouter quelques contributions. D'accord. Ouais. Par rapport au projet que tu viens juste de présenter, du coup, pour les participants en développement d'agents intelligents, c'est ce que nous appelons faire du RAG, en fait, faire du prompt augmenté. Donc, cette technique vous permet de fournir ce qu'on appelle le contexte, d'accord, au modèle afin d'affiner la réponse telle que vous le souhaitez. Il y a aujourd'hui d'autres techniques qui permettent d'aller un peu plus en avant en utilisant des embeddings. Et là, vous n'aurez plus vraiment besoin de spécifier statiquement les questions et les réponses que vous souhaitez. Vous pouvez passer par des vecteurs en fait de données que vous stockez soit localement sur votre serveur ou dans le navigateur. Et ce qui va vous permettre juste de faire la comparaison, d'accord, des distances entre les vecteurs et d'identifier la question et la réponse la plus adéquate à soumettre à la LLM pour optimiser en fait son retour. Donc, c'est juste ce que j'ai envie de rajouter. Donc, vous pouvez utiliser directement ce qui se fait avec l'API en REST ou avec les SDK, mais vous pouvez aussi essayer de faire un peu du prompt augmenté avant de soumettre votre demande à la LLM. Merci. Merci beaucoup, Seti, pour ton apport. Bon, je crois que je vais changer de device. Hein. Bizarrement, mon simulateur iOS ne marche pas, donc ça fait compliquer les choses. Donc, on va juste aller sur Chrome, comme je le disais, c'est plus facile. Android, ça a l'habitude de traîner ici, donc je crois que c'est mieux pour la démo. Le seul problème, c'est qu'on ne pourrait pas réellement intégrer l'autre partie dont je parlais. Bon, on va le faire, mais ça va être un petit problème, mais on va voir. On va voir. Donc, on peut aussi faire un truc, hein, les amis. Il y a ceci. Vous allez voir que les images qu'il y a dans ce projet sont beaucoup plus des images qui sont prédéfinies. Et donc, ça veut dire que, OK, c'est venu. On va voir ça.
Voilà, donc ça, c'est l'interface du projet sur Google. Donc, disons, qu'est-ce que je peux taper? Je vais lui dire de me décrire le Togo. Ou bien non, quelle est la capitale du Togo? Tout simple. Quelle est la capitale du Togo? Et puis, je vais envoyer. Donc, enfin, c'est un peu petit, mais pour ceux qui le voient, il a bien fait sortir la capitale du Togo, c'est Lomé. Et puis, si vous voyez un peu, Lomé est un peu plus à gras. Vous voyez, non? Donc, il y a déjà ce formatage de test-là que le paquet permet de faire automatiquement. Donc, on n'a pas trop à s'inquiéter. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, liste-moi, par exemple, liste-moi les 5 régions. Région du Togo, par exemple. Du coup, il me fait le listing avec également le formatage, toujours. Ouais, non. Maintenant, ça, c'est globalement, en fait, ce dont je parlais. Maintenant, je vais aussi montrer un truc avant de faire aussi la démo du code, de la partie traitement de code et tout. Donc, si je clique, en fait, sur ce bouton image, vous allez voir, voilà, en gros, bon, ça ne va rien sortir. Bon, ou bien ça ne va rien sortir de concret. Ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que ces deux images ont été prises dans le repo, comme je le montrais tout de suite là. Donc, en fait, quand vous allez cliquer sur genre la génération d'images, c'est seulement ces deux images qui vont venir. Donc, vous n'avez pas la possibilité, enfin, ce n'est pas fait de sorte que vous puissiez vous-même choisir des images. Mais on va essayer de rajouter cette fonctionnalité un peu plus tard tout de suite, et puis vous allez voir ça. Donc, en fait, en gros, genre, ces deux images, en gros, vous pouvez poser des questions. Par exemple, je peux dire, what do you see? Maybe, can you describe? C'est bien. Can you describe what you see on these two images? Et du coup, normalement, ça, c'est mon test. Donc, quand je clique sur le bouton là, enfin, globalement, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va juste combiner le test, mon input, avec les deux images qui sont déjà preset. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, en haut ici, ça me dit « Can you describe what you see on this image ?» Donc, ce input vient principalement de mon test. Et donc, il me dit « Ouais, this image show… » Enfin, ouais, non, ça me sort le truc. Donc, à chaque fois que j'essaie même de retaper même le même input, je vais avoir des réponses différentes. Ouais. Donc, globalement, c'est ça. Maintenant, je peux aussi traiter du code. Je peux lui dire… un instant, je vais piquer un truc un peu plus complexe. Disons, je pique ceci, et puis je l'envoie comme ça, je lui dis improve me this snippet. Donc, bon, enfin, c'est un peu bizarre en termes de format. Mais bon, ça me sort ceci. Et puis, ça me dit, enfin, déjà, ça fait bien le formatage. Et puis, ça me dit aussi quelques trucs assez intéressants. Donc, à ce niveau, ça me dit removed unnecessary indentations and simplified code. And, bon, il a donné quand même des raisons. Ouais, non. Et toujours le format, ou bien le test est toujours formaté, en fait. Ouais, même si en retour, on n'a que du test, c'est formaté automatiquement par le package. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais rajouter ici, c'est comment est-ce qu'il faut dynamiser. En attendant, je vais stopper le run pour pouvoir gagner en mémoire. Donc, ce que je veux qu'on fasse dans les quelques minutes qui restent, c'est de pouvoir nous-mêmes uploader une image et obtenir, et en fait, demander à l'IA de pouvoir
nous dire ce qu'il voit peut-être sur l'image. Donc, ce serait plus globalement les deux images qui sont là au début. Donc, pour ce faire, on va juste prendre le image picker. Pour ceux qui connaissent le package là, le image picker de Flutter. Donc, voilà, ça va nous permettre de piquer des images. Et puis, ce que je voudrais montrer ici, ce n'est pas l'utilisation de package, mais comment est-ce qu'il faut traiter voilà, une importation d'une image, surtout avec le SDK. Donc, à ce niveau, je vais essayer d'importer rapidement le package. Voilà, donc c'est fait. Et donc, ici, on va commenter ces deux lignes. Donc, déjà, pour ceux qui ne savent pas comment est-ce que ça marche, globalement, en fait, ça vous permet de piquer des images. En fait, donc, vous avez un next file. Je suis en train de chercher ça. Je vais juste mettre le bout de code. Globalement, donc, disons ici, par exemple, je vais importer ces deux éléments. Donc, je les importe. Il y a le picker que je définis rapidement. Donc, je vais importer le picker. Maintenant, j'ai mon image, ou bien j'ai mon image. Maintenant, le data type de cette image, le type de données, c'est un X-file. À travers l'X-file, je vais pouvoir obtenir maintenant le type de fichier bit. Donc, ici, je peux dire final image to bytes. Égal à image, je mets le truc là, read as bytes, par exemple. Et du coup, ça, il faut que je mette un await à ce niveau. Donc, ça équivaut à tout ce que vous voyez ici. Là. Tout ça, c'est parce que dans l'exemple de Flutter, ils ont essayé de charger les images de l'asset en fait qui est dans le projet. Donc nous, on est en train de l'obtenir dynamiquement. Donc à ce niveau-là, on peut commenter ici. Donc ça, c'est encore un point important. Vous avez le choix d'importer autant d'images que vous voulez, sauf que il faut une technique. Moi ici, pour juste la démo, je vais juste mettre un seul lien. Mais soit vous utilisez le même package pour pouvoir uploader les images dans une liste donnée, soit vous changez de package peut-être avec un autre package qui vous permet de faire du multi-selection. OK? Donc, ici, je peux changer et je peux mettre ça directement. Donc, ça va me permettre de pouvoir piquer des images. OK? Je peux sélectionner des images dynamiquement et puis, voilà, demander à l'IA d'agir dessus. Donc, encore une fois, la partie MIME type, c'est très important. Ici, c'est parce qu'on est en train de dealer, de traiter avec les images. OK? C'est pour ça qu'on a spécifié ce type. Si on ne traite pas avec les images, il faudra qu'on change le type parce qu'il y a aussi le support audio. Donc, tout ça, ça reste à voir. Donc, globalement, c'est ça que je voulais rajouter. Maintenant, notre petit souci, c'est qu'à ce niveau, je n'ai pas personnellement testé le package sur le web, mais on va réessayer, voir si ça marche. Ce serait super. Au cas contraire, on va trouver un package rapidement si possible. Donc, on va réexécuter. D'accord, Martino, il y avait quelques questions dans le chat que je vais te remonter rapidement. OK. Vous pouvez aller. Donc, première des questions, c'est... Bon, il y avait quelqu'un qui avait fourni un tip pour la partie simulateur iOS qui disait qu'il y avait... Oh, non. Ne vous inquiétez pas pour ça. En fait, c'est parce qu'on est en pleine démo et ce serait vraiment beaucoup de temps à prendre pour pouvoir débugger tout ça. C'est pour ça, sinon, c'est un truc qu'on gère depuis, ne vous inquiétez pas. D'accord. Maintenant, l'autre question qu'on avait de parfait, c'était est-ce qu'on peut limiter les réponses du chat uniquement sur un domaine donné? C'est-à-dire, par exemple, on a une application
on veut que dans l'application, on ne parle que de fruits, par exemple. Donc, on veut faire en sorte que, peu importe la question que le utilisateur pose, la réponse ne parle que de fruits, en fait. Est-ce qu'on peut le faire avec Gemini, le footer? Oui, bien sûr. Bien sûr que vous pouvez le faire. Et c'est ce que j'avais montré dans l'autre projet. Et c'est de ça aussi dont City a parlé. En gros, vous pouvez designer, vous pouvez spécifier des éléments assez clés dans votre input pour que vous obteniez des données assez spécifiques aussi. Donc, si je veux que mon modèle me retourne que des réponses qui tournent en fait autour des fruits, bah ouais, je vais lui dire ça dans l'input. On a dit que je dois customiser l'input de sorte que voilà, il puisse avoir des fruits dedans. Si par exemple l'utilisateur doit rajouter des inputs, ça serait une combinaison déjà des catégories ou bien voilà, des éléments que moi-même j'ai déjà définis et aussi voilà, de l'input de l'utilisateur. Ouais. Et tu vois, par exemple, quand on prend cet exemple ici, c'est assez spécifique en fait. Ici, il dit You're a system that helps developers prepare for job interviews. Donc, à ce niveau-là, il a déjà conditionné en fait son modèle à lui. Ça veut dire que ça ne va que donner des réponses qui ont un rapport avec les interviews. Vous voyez? Donc, c'est pareil en fait qu'il faut faire. Maintenant, on est en codage en fait. Vous pouvez rendre les choses dynamiques. De sorte que si, par exemple, vous voulez définir des catégories, vous définissez des catégories et à chaque fois, par exemple, si j'ai plusieurs catégories ici, je peux en fait définir une variable ici qui va plutôt, au lieu de job interviews, à chaque fois, il change, la catégorie en fonction de voilà, ce sur quoi l'utilisateur clique en fait. Donc, c'est possible. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, pour le test, voilà, donc vous voyez, quand je clique sur le bouton, ça ne me génère plus, mais là, je peux prendre une image comme ça. Je vais prendre l'image et puis je vais aussi... attendez. On va aller doucement. On va lui dire what do you see on the image. Donc, on va cliquer ici. On va choisir ça. Et puis, on va uploader. Donc, bon, bizarrement, ça ne me fait pas sortir l'image ici. Mais on va voir que c'est exactement la définition de l'image. En fait, je lui avais donné cette image, un instant. Je lui ai donné cette image, donc qui parle un peu de l'intelligence artificielle, un truc comme ça. Et puis, ça me sort cette réponse. The image shows a close-up of a computer motherboard with a CPU that has the word AI. So, c'est de ça qu'il parle. On peut essayer de revoir un peu là où il y a un petit souci. Non, un instant. Voilà, donc on a ça ici comme ça. All right, donc c'est à ce niveau. C'est à ce niveau qu'on n'a pas rajouté le truc là. Donc on peut refaire ça. Je vais essayer de commenter toute cette partie. Bon, on va le faire simple. On va reprendre ceci. Et au lieu de image.asset, on va essayer de changer ça. Pour lui donner image.file. Et puis, on prend le image qui est ici, là. Et on lui passe le path. Un instant. Ça me dit déjà quoi? OK. Donc, je vais appeler plutôt le file. All right. Donc, je vais importer le data UI. .io, sorry. Et donc, voilà. Du coup, ça va rajouter en fait l'image voilà, à notre input. Un instant, je vais essayer de restart cet élément pour être vraiment sûr. Donc, on va le faire. On va reprendre le même input.
On va changer. OK. Oh, OK. Voilà. Donc, il y a ce petit souci quand même, c'est dû principalement au fait que le immediate file n'est pas supporté. C'est ce que je craignais et que je disais au début. Le file, en fait, ce type de fichier n'est supporté que sur mobile. Donc, en vrai, on ne peut pas rajouter l'image directement ici avec cette méthode. On va devoir utiliser une autre méthode d'importation de package. Mais globalement, c'est ça. Normalement, si on exécute le code ci sur le mobile, ça doit marcher. Du coup, c'est principalement la démo que je voudrais faire, sincèrement. Donc, vous avez vu quand même comment est-ce que ça marche globalement. Et en vrai, les potentialités sont énormes et que vous pouvez vraiment customiser les choses comme vous voulez, surtout avec les inputs que vous prédéfinissez avec des, des mots-clés pour pouvoir vous aider. Donc, bon, je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé 1h30. J'espère quand même que la session a été bénéfique pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser et puis je vais laisser la parole voilà, aux organisateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Martino pour la session. Donc, comme il a dit, on va essayer après de partager toutes les ressources qu'on a essayé de voir. Donc, il y a les différents liens par rapport à toute la documentation sur Gemini et Flutter. Ensuite, les deux projets qu'on a essayé de montrer également. On va essayer de partager les projets avec. Donc, restez connectés dans les différents groupes, que ce soit le groupe de GDG, le groupe de Flutter, tout ça. On va essayer de partager toutes les ressources qui ont servi pour faire la présentation d'aujourd'hui. Donc, on avait promis qu'on allait faire 2 heures. Là, il est 10h45. Donc, on est un peu en avance. S'il y a des questions, on peut les prendre. S'il n'y a pas de questions, on va peut-être prendre les mots de fin de Seti et des MFA et puis on va clôturer. OK, il n'y a pas de questions. Donc, merci à tous pour la session. Donc, comme on l'a dit, la Google I.O. arrive bientôt. Google External I.O. organisé par GDG Lomé. Ce sera en juillet. Donc, lors de cet événement, on aura encore l'occasion de revenir beaucoup plus en détail sur différents éléments qui ont été annoncés. Donc, comme je l'ai déjà dit en introduction, lors de la Google I.O., il y a eu des ajouts qui ont été faits à Firebase, à Flutter, au cloud, au mobile. Donc, il y a différents éléments qui ont été annoncés. Il y a différents outils qui ont été ajoutés au framework de Google. Il y a des éléments. Donc, on va essayer de revenir sur tout ça lors de la Google I.O. Extended. Et tous ceux qui aimeraient partager une session avec nous, c'est-à-dire parler d'un outil. Par exemple, il y a eu l'IA qui a été ajouté dans Android Studio qui permet de générer du contenu. Si quelqu'un a déjà pris la main sur ce outil, par exemple, et veut en parler aux gens de la communauté avec un workshop, une keynote. Donc, on va bientôt envoyer le call for speaker. Donc, vous allez soumettre juste votre demande, nous parler un peu du sujet et on pourra analyser ça. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à l'événement. Restez connectés sur les différentes plateformes du GDG pour la suite et pour les informations sur le Extended 2024. Merci à tous.